Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur automatique d'Alain Soral. Je ne prends ni les injures ni les appels masqués. Laissez votre message après le signal sonore. On verra si on vous répond. Bonjour Monsieur Soral, je me permets de vous appeler, j'aimerais avoir votre avis sur un sociologue et épistémologue français dont vous parlez assez peu mais que je sais que vous connaissez. Je voudrais donc votre avis sur Edgar Morin, sur à la fois ses livres, sa vie, enfin, et ce que vous pensez globalement de cette personne. Je vous remercie, au revoir. Alors Edgar Morin, ça tombe bien parce que j'ai connu le personnage, pas vraiment directement, mais comme j'ai été élève à l'école des hautes études en sciences sociales, ex-6e section, je crois qu'il agissait là-bas au même titre que Castoriadis. Et à l'époque, il prétendait faire de l'épistémologie complexe. Donc il avait écrit de la nature de la nature, enfin, c'était toujours des trucs redoublés comme ça. Et il s'était pris dans la gueule une critique de René Thom qui lui faisait comprendre que pour pouvoir faire de l'épistémologie, même pas complexe, il fallait avoir un niveau en mathématiques et en sciences dures qu'il n'avait pas, puisque l'autre était finalement un sociologue qui a écrit sur les stars, qui a inventé le mot yéyé dans le journalisme. Et c'est assez drôle parce que, avec du recul, Edgar Morin fait partie de ces beaux parleurs et beaux penseurs de la communauté de Lumière qui ont fait en fait de la recherche d'État un fromage. C'est-à-dire qu'il a passé toute sa vie à vivre de la recherche, quoi, hein, on va dire CNRS étendu. Et finalement, avec du recul, il n'a pas plus d'œuvres que Derrida ou d'autres. Et c'est plutôt, je dirais, ce que j'appellerais un charlatan communautaire de haut niveau, hein, un enfumeur, quoi, voilà. Donc, on peut très bien se passer de la lecture d'Edgar Morin, et à mon avis, il en restera pas grand-chose. Et il y a quand même finalement un type comme René Girard, qui à l'époque était complètement sous les noirs et qui a fait carrière, lui, étrangement aux États-Unis, et qui s'inscrivait dans une tradition, lui, chrétienne, finalement a au moins pondu dans sa vie un concept, hein, qui est le concept de rivalité mimétique, avec, même si c'est un peu un monodéterminisme. On peut dire qu'il y a une œuvre chez René Girard, il n'y a pas d'œuvre chez Edgar Morin. C'est ça, en fait, le recul, c'est ça. Ça me fait d'ailleurs penser, je fais le parallèle, l'autre jour, je me suis amusé à m'intéresser à la vie et à l'œuvre de Phil Spector. C'est un peu pareil. J'ai vu le prestige qu'avait Phil Spector comme le producteur qui avait inventé le mur de son, etc., et qui avait soi-disant inspiré au niveau de ce qu'on appelle la production les Beach Boys et les Beatles. Mais en fait, avec le recul, tout ce qu'il a signé comme composition musicale, c'est de la merde, hein, voilà. Et moi, je vois un parallèle finalement entre Edgar Morin et Phil Spector. C'est-à-dire, c'est beaucoup de tam-tam communautaire de leur vivant, on va dire, comme disait Céline. Et en réalité, avec du recul, il n'y a pas d'œuvre. C'est ça le problème. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais je cherche où est l'œuvre chez Edgar Morin. Et si vous trouvez, vous me renvoyez un message. Salut, moi j'avais rien à vous demander spécialement, j'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà, je voulais juste vous dire que j'ai adhéré, ça fait longtemps, j'ai réadhéré encore avec une vision de soutien, et je trouve formidable ce que vous faites, voilà, et je trouve que vous avez une vision des choses absolument supra-intelligente, et voilà, vous m'avez apporté énormément de choses, et je voulais vous remercier, voilà, simplement vous faire un coucou d'amitié et de reconnaissance pour tout ce que vous avez apporté, voilà, et vous souhaiter de bien nous aider encore à décrypter les choses et de bien longtemps continuer à vous battre, et bravo pour votre énergie. Voilà, au revoir. Bon, un message de femme, de jeune femme à la voix charmante, ça fait plaisir. Que dire d'autre ? Que la prochaine fois, elle laisse son prénom, hein, et, voilà. Et son âge, voire son lieu de domicile, et j'irai pas jusqu'aux mensurations. Enfin, je la remercie et ça fait très plaisir. Bonjour Gab, je vous remercie d'abord pour cette connaissance profonde que vous m'apportez. Je ne suis pas grand-chose, si ce n'est que j'ai peut-être une pointe de lumière intellectuelle et un courage sans fin. Après avoir lu tous vos auteurs proposés, de Néron à Céline, en passant par les courants allemands, français et autres, ma synthèse me pousse à vous demander si 1. Il faut passer hors la loi comme la communauté fait, ou 2. Jouer leur jeu, s'enrichir
quitte à briser pour briller. Ou 3, partir loin, en Corée du Nord, Russie ou autre, et se préparer à donner sa vie pour nos valeurs. Merci. Force et honneur. Alors, bonne question, en 3 points. Que faut-il faire ? 1, s'opposer frontalement, quitte à risquer la persécution et la prison. Ça, c'est l'option Forisson, c'est l'option peut-être Soral aussi. C'est pas à moi de la conseiller, hein. C'est à chacun de réfléchir jusqu'où il veut s'engager et se sacrifier. 2, l'idée de transformer les choses de l'intérieur du système, c'est l'excuse et la stratégie de tous les sociotraîtres de gauche et de droite depuis toujours. Je n'y crois absolument pas. Tous les gens qui ont prétendu faire de l'entrisme, que ce soit l'extrême droite dans la droite ou l'extrême gauche dans la gauche, ça a donné à gauche tous les traîtres issus de mai 68 qui ont donné le pire libéralisme libertaire, hein. Les maoïstes, les Gérard Miller, les BHL, les Cohn-Bendit, etc. Donc je n'y crois pas. Et puis et de l'autre côté, pareil, ça a donné les Madelin, les Devedjian, les Longuet, qui ont commencé dans l'extrême droite la plus dure pour finir dans le libéralo-sionisme intégral. Donc non. La troisième voie, qui est peut-être la plus raisonnable, on va dire, en ce moment pour ceux qui n'ont pas envie d'aller jusqu'au sacrifice, c'est effectivement de s'expatrier. Beaucoup de gens le font en ce moment, je le sais, puisque je reçois beaucoup de messages d'expats qui me remercient de tenir la baraque pendant qu'eux sont partis essayer de construire quelque chose ailleurs en attendant de revenir un jour, hein. Et quand on voyage, on se rend compte que le pays le plus, on va dire, angoissant du monde aujourd'hui est peut-être la France, le plus stressant pour des raisons d'espèces de sentiments comme ça, de destruction, de malhonnêteté, qui peuvent passer par l'immigration, par le LGBTisme, par le communautarisme. Et on ne ressent ce sentiment d'angoisse dans aucun autre pays aussi fortement, hein. Ça, je le répète et je le vérifie. Et donc, oui, alors la Corée du Nord, c'est peut-être un peu extrême, mais pourquoi pas. Mais effectivement, la Russie, certains pays d'Europe centrale, l'Amérique latine. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, pour ceux... Moi, je suis trop vieux, je le dis, hein, j'approche de la soixantaine et je suis pas très doué pour les langues. Donc moi, je suis trop vieux pour refaire ma vie ailleurs. Mais pour des jeunes de 30 ans qui ont de l'avenir, qui sont patriotes et qui ont de l'énergie, peut-être que la bonne stratégie, c'est de créer des diasporas françaises à l'étranger, comme l'ont fait finalement les Irlandais à l'époque où ils étaient persécutés par les Anglais, ou les Italiens du Sud où ils n'avaient choix qu'entre la misère et la mafia. Ils ont finalement constitué des minorités très puissantes, par exemple aux États-Unis, ce qu'on n'a jamais fait nous, puisque on n'a jamais eu des raisons de s'expatrier parce que nous étions, on va dire, le pays et le peuple du bonheur. Eh ben, l'intérêt de la souffrance qu'on vit en ce moment et de cette destruction accélérée de la France, c'est que pour la première fois dans l'histoire, il y a une diaspora française, hein, comme il y a eu une diaspora irlandaise ou italienne, et c'est l'avantage on va dire l'avantage de l'inconvénient actuel, et c'est à prendre en compte. Donc je dis aux jeunes patriotes qui ont, comment dirais-je, un gros potentiel social, et qu'ils peuvent aller constituer des diasporas dans des pays étrangers pour mener le combat à distance et revenir un jour quand les gens comme moi auront fait, je dirais, le plus dur du boulot. Voilà, hein. Donc ces deux stratégies, je les valide, hein. Lutter ici, se préparer à l'extérieur. Je ne valide absolument pas l'idée de changer le système de l'intérieur en l'intégrant. Ça mène systématiquement à la pire des trahisons. Salut Alain, c'est Socrate de Le Petit Con. Donc je te remercie pour ta réponse qui m'a fait comprendre au forceps que ma question était super mal posée, puisque en tant qu'adhérent, je me fais réellement du souci pour la survie du site. On est effectivement dans un état de droit, mais là c'est du droit administratif. Donc le site peut disparaître sur un simple recommandé de la DILCRA. Et une solution pour se protéger contre ça, ce serait par exemple de l'héberger en Corée du Nord. Bon, ma question aujourd'hui, c'est sur le créationnisme. J'ai interagi longuement sur le site des adhérents avec des créationnistes, c'est-à-dire des gens qui nient le fait que l'homme a été créé par l'évolution, quoi, et donc qui pensent qu'il y a une entité surnaturelle qui a créé l'espèce humaine et toutes les espèces. Et c'est impossible de les faire changer d'avis. C'est comme parler des témoins de Jéhovah. Comme c'est beaucoup plus que des adhérents, c'est des gens que tu aimes bien, je dois savoir comment toi, tu ferais pour les extraire de leur délire et les ramener à la rationalité. Alors, je vais passer très vite sur le premier point qui est
le droit administratif. En fait, le droit, c'est complexe et en général, les 3/4 des gens qui parlent du droit parlent sans savoir, ils n'y connaissent rien. Donc, je ne vais pas rebondir une fois de plus. C'est plus compliqué que ce qu'il dit et je ne vois pas comment on pourrait héberger notre site en Corée du Nord et qui puisse être accessible en France. Donc, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais de toute façon, c'était pas le bon sujet. Alors, le sujet, c'est sur le retour à un certain créationnisme. Alors, lui, comme il ne voit qu'un retour de Dieu face à la raison. Hein. En réalité, le débat est beaucoup plus complexe que ça. C'est un peu comme confondre sur un autre sujet négationnisme et révisionnisme. Hein. Si aujourd'hui, il y a un retour à ce qu'on peut appeler un certain créationnisme, c'est parce qu'en fait, l'évolutionnisme, qui était la thèse dominante et écrasante et qui est une thèse de la fin du 19e siècle, a été en fait battu en brèche par la réalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut passer de l'évolutionnisme strict au créationnisme strict, mais ça veut dire que la thèse de l'évolutionnisme de Darwin, qui est dire que le monde est dû à une interaction de hasard et de nécessité, on sait aujourd'hui que cette thèse n'est absolument pas fonctionnelle au niveau notamment de la durée nécessaire. Si tout avait fonctionné par hasard et nécessité, pour en arriver là où nous en sommes, par exemple, de l'hominisation, il aurait fallu beaucoup, beaucoup plus de temps. Hein. Et puis surtout, ça cache le problème, c'est que même s'il y a hasard et nécessité, ça se fait quand même selon, on va dire, des espèces de règles antéprédicatives qui seraient de la logique universelle ou de la mathématique universelle. Et c'est là où la thèse créationniste revient, puisqu'on se rend bien compte en fait qu'il y a forcément quelque chose un peu de l'ordre du téléologique, c'est-à-dire qu'on va du moins ordonné vers le plus ordonné et que ça suit certains schèmes qui sont forcément un peu préexistants. Voilà. Alors, évidemment, d'appeler ces schèmes préexistants, qui sont des schèmes en général de logique et de logique mathématique, de les appeler Dieu, évidemment, c'est un raccourci et qui peut aller jusqu'à l'anthropomorphisme, on va dire béat. Mais en réalité, aujourd'hui, le débat créationnisme-évolutionniste est beaucoup plus complexe et subtil que de l'opposition stricte entre évolutionnisme darwinien, qui est complètement battu en brèche par les darwiniens et les néo-darwiniens eux-mêmes, et de l'autre côté par les créationnistes qui vous disent que le monde a été créé en 6 jours et que le 7e jour, Dieu s'est reposé. C'est simplement en fait aussi un combat politique de gens qui résistent en fait on va dire à l'évolutionnisme intégral et intégriste dans l'éducation, et qui va souvent de pair d'ailleurs avec les droits de l'homme, le rationalisme matérialiste intégral, etc. Donc, ce jeune homme-là qui me pose une question, je vais être encore obligé de le bousculer un peu. Il devrait s'intéresser un peu plus au débat interne qui existe chez les évolutionnistes et qui remettent en cause à peu près tout le darwinisme de base, hein, et comprendre à partir de ça, c'est un peu une dialectique historique créationnisme, évolutionniste, pourquoi certaines thèses créationnistes reviennent et sont valables dans la mesure où il y a un certain retour de la donation de sens par l'origine par rapport à la donation de sens par le mouvement. Hein, parce que de toute façon, les deux sont dialectiquement profondément liés. Parce que même si on dit qu'il y a du hasard et de la nécessité, ce choix hasard-nécessité se fait toujours selon une espèce de règle, on va dire antéprédicative, qui serait une règle de logique, de cohérence. Sinon, ça serait le chaos permanent et stable et sans évolution possible. Hein, puisque on voit bien si on va du moins ordonné vers le plus ordonné, c'est qu'il y a quand même en filigrane et préexistant une loi d'ordonnation, je dirais. Et c'est ça qui fait que les créationnistes reviennent pour critiquer l'évolutionnisme. Donc là, je ne sais pas si on est parti un peu loin, parce qu'effectivement, ça demande de la culture de la question, et puis une vraie intelligence de ce que c'est que le concept, la logique et le logos, quoi. Et ma réponse est, tu verras que finalement, les créationnistes ne sont pas si créationnistes que ça, et que les évolutionnistes ne sont pas si, rationnels que ça, en réalité. Voilà. Et la réponse, comme toujours, c'est comme quand on dit qui est antérieur de l'œuf ou de la poule. La réponse, en général, c'est la complexité historique. Voilà, hein, c'est la dialectique historique. Voilà. Donc, intéressez-vous à ce sujet, et vous verrez que c'est un sujet beaucoup plus profond et subtil que cette opposition stricte à laquelle on essaye de la ramener, et qu'il y a là-dedans un débat fécond avec de l'évolution, en réalité. Hein. C'est le néo-créationnisme force l'évolutionnisme à continuer à évoluer. Vous voyez, voilà, là, on est dans la vraie dialectique positive. Voilà. Bonjour. Voilà, l'attaque sans précédent dans tous les médias, y compris les réseaux sociaux, sur le harcèlement sexuel, il y a certainement une part de vérité là-dedans, hein. Je ne le nie pas. Ne vous semble-t-il pas curieux
pourquoi aujourd'hui et maintenant? J'ai l'impression d'un immense rideau de fumée destiné à cacher autre chose bien plus grave. Alors, je me pose la question, est-ce que je suis malade, docteur Soral? Par contre, je suis très étonnée, il n'y a aucun message de femme. Est-ce que c'est normal aussi? Voilà. Bonne journée à vous, au revoir. Oui, alors je remarque là que c'est la deuxième femme qui pose une question. C'est voilà, des femmes arrivent petit à petit, toujours après les hommes, mais elles finissent par venir. On va s'en réjouir. Alors il y avait deux questions. Elle se posait la question de savoir pourquoi il n'y avait pas de message de femmes sur le site. Alors on peut répondre, on ne filtre pas. Hein. Au départ, il n'y en a pas, mais c'est pareil. Au départ, il n'y a pas de femmes dans le jazz. Au départ, il n'y a pas de femmes dans le tag. Au départ, il n'y a pas de femmes dans le rap. Au départ, il y a des femmes nulle part. C'est toujours les hommes qui soient d'ailleurs riches, pauvres, noirs ou blancs qui sont pionniers. Et puis au bout d'un moment, les femmes y viennent. C'est-à-dire ce qui prouve bien que la catégorie de la femme, quoi qu'elle fasse, c'est la reproduction. Hein. Reproduction culturelle ou reproduction radicale, mais c'est jamais de la création originelle. Ou alors, effectivement, la création originelle, ça serait la féminité elle-même, la maternité et le maternage. Voilà. Ça va pas plaire aux féministes, mais c'est quand même une loi des reins qu'elle-même valide en prétendant la contester. Hein. Alors après, pourquoi ces choses sur le harcèlement sexuel? D'abord, il y a le jeu des médias, le côté moutonnier, c'est que quand on lance un sujet, il y a du rebond. Mais derrière, il y a quelque chose de plus profond. Évidemment, n'oublions pas que tout ce blabla sur le harcèlement sexuel, c'est le féminisme en acte et le féminisme arrivé à un certain niveau, je dirais, de pouvoir et donc de délire. Hein. Et qu'est-ce que c'est que la thèse du féminisme? C'est de dire qu'il y a une lutte qui serait même le moteur et le sens de l'histoire, une lutte des hommes contre les femmes, et que le sens de l'histoire serait la libération des femmes par rapport à la persécution masculine. Le rôle du féminisme, essentiellement et depuis toujours, ça a été de masquer la lutte des classes. Hein. C'est-à-dire de remplacer la lutte des pauvres contre les riches ou des travailleurs contre les exploiteurs par la lutte d'émancipation des femmes contre les hommes. Donc en fait, le féminisme est toujours un produit du libéralisme pour essayer de cacher les luttes sociales ou de les détourner. Rappelons-nous le rôle d'Angela Davis pour détruire les Black Panthers. Hein. Derrière, on a le cercle de Vienne, on a Marcuse, enfin, c'est toujours les mêmes stratégies. Donc aujourd'hui, on est dans une crise sociale aggravée qui va encore s'aggraver avec Macron, où normalement devraient revenir au devant de la scène les combats de classe, hein, les combats sociaux sérieux. Le jeu du système, c'est de mettre en avant l'hystérie féministe, et quand ils peuvent effectivement rebondir sur l'affaire Weinstein, qui est un épiphénomène, on a tout le féminisme favorisé par le pouvoir libéral et les médias forcément libéraux, puisqu'appartenant au grand capital, qui font une énorme caisse de résonance, ce que Céline appelait un tam-tam, hein, pour faire croire que le problème majeur aujourd'hui dans la société française, c'est les femmes harcelées par les hommes. Alors qu'on est en train de détruire le code du travail, on est en train d'individualiser les rapports sociaux, et on est en train de soumettre l'exception française, qui était une exception française essentiellement sociale, à la violence anglo-saxonne. Donc effectivement, ça cache quelque chose. Comme toujours, le féminisme et la lutte des sexes cachent la lutte des classes, et ce féminisme est toujours au service, des puissances d'argent et libérales. C'est pour ça d'ailleurs que les féministes qui ne représentent rien sont surreprésentées médiatiquement. Caroline Fourest en est le meilleur exemple, parce qu'en fait, elles sont soutenues. Non pas, ce ne sont pas des combattantes qui luttent, mais au contraire, elles sont ultra sponsorisées par le pouvoir pour nous amener sur des chemins de traverse ou des leurres, voilà. Hein. Donc je pense que là, j'ai à peu près répondu. Et ce que révèle tout ça, c'est que finalement, le féminisme n'est pas un combat de femmes, et que surtout, il est manipulé par des hommes, c'est-à-dire le pouvoir du capital qui est essentiellement masculin. Donc en fait, finalement, il n'y a pas plus de la meilleure démonstration, antiféministe, c'est de montrer ce qu'est le féminisme, on va dire, historiquement et pratiquement. Hein, voilà. Le féminisme est la meilleure démonstration, de ce que les penseurs authentiques pensent du féminisme et de sa misère. Hein, voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais voilà, la chose la pire qu'on peut dire finalement des femmes pour les critiquer, ou montrer pour les critiquer, c'est de montrer le féminisme. Hein. On n'a même pas besoin d'être machiste. Finalement, les féministes le font très bien à ma place. Bonjour Monsieur Soral, merci pour votre travail. Ma question est sur Mélenchon. Il y a des sympathisants de R qui sont tentés par le mélenchonisme, comme vous dites, et je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas une réponse simple en 2 points. Déjà sur le fait
que Mélenchon reste un homme de la gauche des valeurs, pro-LGBT, pro-mariage homosexuel, même s'il l'a mis au second plan dans ses discours ces derniers mois, et que dans les faits, il reste un pur immigrationniste, donc qui a l'idéologie cosmopolite, métisseuse, etc., qui poursuivrait l'ouverture des frontières face à l'invasion migratoire. Donc, ne pensez-vous pas que Mélenchon poursuivrait et même aggraverait avec l'immigration de masse le chaos multiethnique qui nous attend en France si on ne se réveille pas avant. Et ce n'est pas avec Mélenchon qu'on se réveillera sur ce point, j'imagine. Voilà, merci à vous. Au revoir. Alors, je m'étonne que ce jeune homme n'ait pas entendu tout ce que j'ai pu dire sur Mélenchon depuis déjà des années et des années. Il déplore que j'ai pas fait une mise au point en 2 points. J'ai fait une mise au point en bien plus de points que ça. Mais le problème, c'est qu'on s'inscrit dans une réalité politique et électoraliste. Et moi, ma question, c'est qui d'autre ? En ce moment, le système a désigné Mélenchon comme le type qui portait l'opposition. Et nous, on a bien dit que c'est pas Mélenchon qui nous intéresse, c'est les gens qui sont tentés et intéressés par Mélenchon. C'est ça la politique, c'est de dire vous êtes attirés par Mélenchon pour des raisons qui ne sont pas forcément mauvaises, et ces raisons qui ne sont pas mauvaises, c'est pas les raisons immigrationnistes qu'il y a derrière lui, c'est que c'est le seul aujourd'hui qui, après, on va dire, l'effacement du Front National, ose parler un peu, on va dire, de questions sociales. Hein. Et or, ce qui est intéressant dans le parcours de Mélenchon, c'est qu'à un moment donné, il va être appelé plus ou moins au pouvoir. Moi, je pense qu'à un moment donné, il sera plus ou moins appelé comme Premier ministre de cohabitation quand Macron sera épuisé. Et là, moi, ce qui m'intéresse chez Mélenchon, c'est qu'il draine derrière lui des gens qui sont vraiment intéressés par la question sociale et touchés par la question sociale. Or, il est facile de comprendre que pour défendre la question sociale, il faut s'attaquer à l'immigration. Il sera bien obligé de le faire. Pour l'instant, il gère, on va dire, une clientèle intelligente qui hésitait entre lui et le Front National, et une clientèle d'abrutis qui est la clientèle on va dire, abandonnée par Besancenot. Voilà. Et en réalité, je pense que l'histoire obligera Mélenchon à un moment donné à faire le tri et à faire un choix. Et s'il fait le choix du besancenisme, compte tenu de l'aggravation de la crise et de la réalité française, qu'on peut appeler le catholicisme zombie, si on veut reprendre les termes de Todd, il disparaîtra, il explosera. S'il veut être crédible politiquement, il sera obligé à un moment donné de traiter sérieusement la question sociale et donc d'être anti-immigrationniste, néo-nationaliste, pro-russe, etc. Ce qui est déjà sa tentation. Et il a aussi un autre intérêt, c'est que c'est quand même le seul aujourd'hui qui se fait traiter pratiquement d'antisémite, parce que c'est le seul, contrairement à Marine Le Pen, qu'ose tenir tête au CRIF et parler d'un communautarisme particulièrement agressif, et qui ose encore être pro-palestinien, parce que derrière lui, il y a 2 clientèles, comme je le dis. Il y a une clientèle de gauche bobo sociétale qui flatte avec son immigrationnisme et son féminisme, et ça, c'est ce qu'on appelle la frivolité, et effectivement, il l'incarne totalement. Et il y a aussi ce qu'on appelle le sérieux, c'est-à-dire les travailleurs en souffrance et en colère, qui ont été abandonnés absolument par tout le monde, d'abord par le PS, puis plus récemment par Marine Le Pen aussi, il faut pas l'oublier, et dont il hérite. Voilà. Et moi, ce qu'on veut voir, c'est comment il va gérer cette clientèle sociale, et aussi cette clientèle sociale qui a le souci des exploités et des opprimés, et qui est aussi pro-palestinienne. Hein. Et je dis bien que de toute façon, quelqu'un qui est très intéressé par la question sociale et qui souffre de l'exploitation ne peut pas être pro-sioniste. Il est forcément aussi du côté des opprimés en étant du côté des exploités. C'est là d'ailleurs l'explication de l'explosion récente de Philoche. Donc ce qui est intéressant Mélenchon, c'est de le mettre face à son destin et à ses contradictions. Donc c'est de l'accompagner et de voir à quel moment il va être sommé de se soumettre au sionisme, c'est déjà en train de se faire, traiter d'antisémites, notamment comme le fait Valls, d'abriter des antisémites comme quand on attaque son aile gauche, et voir comment il va y répondre. Donc ce qui est intéressant finalement à Mélenchon, qui est un homme politique qui va avoir un destin politique, c'est effectivement de l'accompagner justement pour le sommet d'incarner son rôle dans sa dimension sérieuse. Et sa dimension sérieuse, c'est la question sociale et la question sioniste. Hein. Soit il se couchera sur ces questions et il disparaîtra comme ont disparu tous les autres, soit il osera tenir tête et il finira quelque part comme un Doriot. Hein. Et c'est pour ça que moi je l'accompagne. C'est un peu le je l'accompagne, je sais pas comment on peut dire, hein, je trouve pas la métaphore, mais en fait je le surveille. Voilà, je le surveille, je le suis.
Hein, je le suis, je le regarde, et il sait que je le regarde, et je crois qu'il comprend très bien pourquoi je le regarde et pourquoi je l'accompagne, parce que c'est un type dont on ne peut pas nier la culture politique, hein, et puis aussi le désir d'exister et la lecture assez finalement cohérente et réaliste des choses. C'est pas pour rien que quand il a monté sa chaîne, là, Le Média, le système lui a collé Gérard Miller dans le dos. Hein. C'est pour être sûr qu'il reste bien dans la ligne qui est en partie la sienne, hein, celle qui part de la LCR, c'est-à-dire du trotskisme, qui passe par le mitterrandisme pour finir au Grand Orient. Alors, les gens, nos maîtres ont le souci qu'il reste bien dans cette ligne-là, mais il y a chez lui toute une dimension plus obscure et plus intéressante, qui est sa colère, son côté goy, son côté pro-palestinien, et quand même le fait qu'il incarne de fait le sérieux de la question sociale. Voilà. Donc là, j'ai répondu de façon un peu complexe. Donc quand nous comment dirais-je, accompagnons Mélenchon, c'est un peu, vous savez, quand on accompagne quelqu'un pour être sûr qu'il ne trahisse pas, comment dirais-je, son électorat et ses idées, et c'est pour un peu le pousser à aller jusqu'au bout de sa logique de sérieux. Voilà. Donc ce n'est pas du tout, on ne le fait pas du tout naïvement, et comment dirais-je, les critiques que vous faites de lui, je les ai faites, on les a faites, et j'espère vous avoir expliqué un peu que notre stratégie est finalement très politique. Hein, voilà. Parce que sinon on peut aussi s'abstenir totalement. Hein, voilà. On peut s'intéresser à Mélenchon avec la question qui d'autre, parce qu'il n'y a strictement plus personne aujourd'hui, il ne faut pas oublier, hein, à part lui. À part lui, un peu. Voilà. Et c'est sur ce un peu qu'on mise, qu'on spécule et qu'on essaye d'interférer et d'agir. Bonjour Monsieur Soral. Quel film, selon vous, doit-on avoir vu pour avoir une bonne culture cinématographique? Merci et au revoir. Alors il y en a tellement, et qu'il va falloir forcément que je donne des grandes lignes. Je pense qu'il faut avoir vu certains films français importants d'avant-guerre, parce que je pense que le cinéma, le meilleur cinéma du monde a été français avant, on va dire, 1940, quoi. Après, c'est déjà plus discutable. Donc, il faut avoir vu certains grands films français d'avant-guerre, certains films italiens d'après-guerre issus, je le rappelle, de l'école néo-réaliste, qui est elle-même issue de l'école fasciste. Hein. C'est Cinecittà. Il ne faut pas oublier que les grands cinéastes d'après-guerre ont été formés à l'école mussolinienne au départ. Rappelons-nous l'évolution d'un Rossellini, hein, qui passe de pro-fasciste à antifasciste en quelques mois, mais qui est un grand cinéaste. Et puis aussi, effectivement, le grand cinéma américain. Hein, on peut être anti-impérialiste et quand même reconnaître le génie du grand cinéma américain. Alors, si je donnais quelques noms de cinéastes et de films, dans le grand cinéma français, on va dire d'avant-guerre, je mettrais Carnet, Duvivier, Autant Lara et Clouzot, sachant d'ailleurs que Autant Lara et Clouzot ont fait des grands films après-guerre. On peut penser pour Autant Lara à La Traversée de Paris, qui est un chef-d'œuvre, à Clouzot, Au Salaire de la peur, hein, qui est un chef-d'œuvre mondial, et puis d'autres films, sans doute, comme La Vérité ou des choses comme ça. Hein. Sachant d'ailleurs que Autant Lara a été au Front National et Clouzot impliqué dans la Continentale, c'est-à-dire la compagnie de cinéma allemande sous l'occupation en France. Hein, voilà, donc ils ont des parcours. C'est pour ça que je cite pas Renoir, parce que Renoir s'est très mal comporté politiquement, puisqu'il s'est réjoui de la défaite française et de l'occupation allemande, et même de l'hitlérisme, pour après essayer de se faire oublier en obtenant la nationalité américaine. Intéressez-vous à ce que balance Henri Janson sur Renoir. C'est pour ça que je l'aime pas trop. Et puis pour enfoncer un peu le clou sur Renoir, lisez dans Bagatelle pour un massacre la critique que fait Céline du film La Grande Illusion. Hein, c'est savoureux et c'est assez génial. Voilà, donc je mettrai pas Renoir dans mon palmarès, bien que, par exemple, son premier film, La Chienne, est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Mais c'est un film, c'est ses premiers films, donc ils sont très durs et très radicaux. Et petit à petit, il se rapproche de plus en plus on va dire, il me fait penser à celui qui est passé à la caisse au moment de la Nouvelle Vague, à Truffaut, dans son évolution, dans son parcours et dans son ambiguïté. Voilà. Donc c'est pour ça que j'émets des réserves sur Renoir. Je conseille de Renoir La Chienne, c'est-à-dire son premier film, je crois, hein, qui est un chef-d'œuvre absolu. Voilà. Alors après, quand on parle des grands films italiens, on va parler des grands cinéastes. Alors évidemment Fellini, dans un genre complémentaire et très différent, évidemment Antonioni pour la virtuosité esthétique, hein, les plans, les mouvements de caméra, la direction de la photo et la modernité assez ambivalente d'ailleurs d'Antonioni. Je trouve que la modernité d'Antonioni est beaucoup plus intéressante que celle de la nouvelle vague française de Godard. Hein.
parce qu'elle est beaucoup moins dans le langage verbal et beaucoup plus dans le langage cinématographique direct. Hein. Donc je mettrais Antonioni au-dessus de Godard pour ça, comme dirais-je, cinéaste de la modernité. Et puis aussi dans les plus populaires, Rizzi, par exemple, chef-d'œuvre, Le Fanfaron, chef-d'œuvre absolu à tous les niveaux. Hein. Et puis plus récemment, ne pas oublier quelqu'un qui a été un mal-aimé pendant très longtemps, Sergio Leone. Sergio Leone est un très très grand cinéaste qui est au niveau de tous les plus grands et qui a été très longtemps méprisé sous le vocable western spaghetti, alors que c'est sans doute celui qui a intégré, je dirais, l'esthétique grand angle de comment il s'appelle, d'Orson Welles, qui a un travail sur le changement de rythme, la lenteur et sur la bande son qui est d'une virtuosité sans égale. Hein. Sergio Leone est un très très grand. Si on prend Le Bon, la Brute et le Truand et Il était une fois dans l'Ouest, ça mérite d'être classé au sommet du panthéon du cinéma mondial. Hein. Après, il faut parler des Américains. Alors, les Américains, il y a toujours eu des très grands cinéastes américains qui sont d'ailleurs souvent des types venus d'Europe de l'Est, hein, et des Européens cooptés par des hommes d'affaires juifs. Hein. C'est souvent ça. Les Juifs sont les producteurs et les artistes du cinéma sont souvent des Européens. Et quand c'est des Juifs comme Mankiewicz, c'est des Juifs, on va dire, d'Europe centrale, hein, issus de l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire des Européens vraiment, hein, au niveau de la mentalité. Et alors là, il y aurait tellement de films qu'on peut penser aux grands films de John Ford. Personnellement, je ne parlerai pas de Charlie Chaplin parce que je pense que c'est intéressant pour les courts-métrages de l'époque, on va dire, des petits films comiques, mais dès qu'on passe au long-métrage parlant, Charlie Chaplin, on va dire, disparaît, quoi. Hein. Donc, je le mettrai pas dans les plus grands. Bon, je suis un peu salaud parce que les temps modernes, c'est quand même pas rien. Mais je penserais effectivement aussi à Orson Welles pour 2 films. Le film qui a révolutionné le cinéma américain, comme Le Jour se lève avait révolutionné le cinéma français, qui est Citizen Kane, hein, parce que c'est pour un type de 24 ans, je crois, qui a jamais fait de film. C'est époustouflant de modernité, d'avant-gardisme, de prise de risque et de beauté. Et aussi un film qui, à mon avis, est peut-être moins lourd et magnifique aussi de Orson Welles, La soif du mal, hein, qu'il a réalisé grâce à Charlton Heston et qui est peut-être pour moi son film le plus réussi, bien qu'on lui ait pas donné le final cut. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que Orson Welles s'est plaint toute sa vie qu'on lui donnait pas le final cut, mais je crois que finalement, les films qu'il ne monte pas lui-même sont plutôt moins lourdingues et plus réussis que ceux qu'il accomplit jusqu'au bout. N'oublions pas que le cinéma est très souvent un art collectif. C'est rarement... il y a tout l'aspect français du cinéaste artiste qui veut se comparer à l'écrivain ou au peintre. Et c'est pour ça que le cinéma français est souvent très mauvais. En réalité, le cinéma est un art collectif puisqu'il y a souvent plusieurs personnes au scénario. Et puis à la réalisation, n'oubliez pas qu'il y a un chef opérateur, un assistant, etc., etc. Donc pensons bien que le cinéma est un art collectif et un art industriel. Et que les grands films sont souvent faits par plusieurs personnes. Si vous regardez par exemple un chef-d'œuvre absolu du cinéma américain qui pour moi est Taxi Driver, le scénario n'est pas de Scorsese. Il est de Schroeder, je crois. Hein, voilà. Et donc, c'est un binôme. Hein, voilà. Donc, là, j'ai donné des noms de films. Hein, certains films d'Orson Welles. Les films de Sam Peckinpah qui ont révolutionné le cinéma de la violence à un moment donné. Notamment, par exemple, Getaway. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Oui, j'ai dit Taxi Driver de Scorsese, qui est aussi très impressionnant. Et puis, il y a tellement de films américains de grand talent. Et aussi des films qui sont politiquement très intéressants, on va dire en contrebande, comme par exemple Total Recall ou Terminator 2, qui sont des films bien plus modernes et bien plus politiquement intéressants et dérangeants et posant des questions bien plus profondes que certains films nouvelle vague français de Desplechin et compagnie, que je trouve être vraiment la queue totalement stérile de la nouvelle vague. Hein. C'est vraiment, pour moi, je dirais pas que c'est de la merde, parce qu'au moins la merde, ça sent quelque chose. Hein, voilà. Donc, et pour ceux qui ne seraient pas convaincus qu'il peut y avoir des films très très subversifs dans le cinéma hollywoodien le plus, on va dire le plus grand public, visionnez Complot de Richard Donner en pensant aux articles qu'on relaie parfois sur le MK Ultra. Et vous verrez à quel point certains films américains grand public, puisque là il y a carrément Julia Roberts dedans et Mel Gibson, sont d'une subversion politique incroyable par rapport notamment à nos films français actuels. Le cinéma français actuel est, à mon avis, le plus mauvais cinéma du monde. Hein. Il n'a pas le charme du cinéma du tiers-monde. Il est très, très en dessous, par exemple, du cinéma espagnol actuel, parce qu'il y a un très bon cinéma espagnol actuellement, il faut le dire, pour ce qui est des polars, notamment. Et il est bien, bien inférieur au cinéma américain, c'est évident. Et même, en ce moment, il y a une petite renaissance du cinéma italien avec Sorrentino,
qui nous fait un peu oublier le très surfait Nanni Moretti, qui était un peu le Woody Allen italien, ce qui pour moi n'est pas un compliment. Hein. J'en profiterai pour parler de Woody Allen comme d'Edgar Morin. S'il n'y avait pas le tam-tam communautaire derrière, le cinéma de Woody Allen est très très surfait et vieillit très très mal. Ses films comiques ne sont absolument pas drôles. Il suffit de les re-regarder, revisionner le film à sketch, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Il y a un sketch drôle qui est le sketch des spermatozoïdes, tout le reste tombe totalement à côté et à plat. Quant à son cinéma néo-bergsonien à partir de Manhattan ou de Annie Hall, etc., c'est vraiment ce qu'en dit Christopher Lasch, c'est-à-dire de la complaisance narcissique bourgeoise new-yorkaise, pour pas dire juive new-yorkaise bourgeoise. Quoi, voilà. C'est... finalement, il ne restera de Woody Allen avec du recul que la pédophilie. Alain Soral, bonjour. Bon, déjà, je suis plutôt honorée de vous appeler et de vous laisser un message. Voilà, ça fait plaisir. Tout ça pour vous dire, oui, alors non, je ne rigole pas. Je suis énervée, j'ai écouté les différentes émissions dernières. Il n'y a que les hommes qui posent des questions. Ou alors vous ne répondez aux questions que des hommes. Je suis assez étonnée. Je n'entends aucune nana poser une question. Bah là, pour le coup, c'est marrant parce que moi, j'appelle pour dire ça, mais justement, j'ai aucune question à vous poser. Juste un commentaire à faire. Je vais immédiatement appeler mon égérie Caroline Forest pour lui dire que, décidément, vous êtes un pur misogyne. Vous ne répondez qu'à des questions masculines. Merci pour tout. Merci pour tout. Je vous embrasse. Je vous dis bon courage et à bientôt. Oui, alors là, je suis content que des femmes appellent. C'est marrant de voir qu'au bout de quelques émissions, des femmes appellent. Et d'ailleurs, pour s'étonner que des femmes n'appellent pas. Alors là, je vais le dire la main sur la Bible, en jurant de dire la vérité, toute la vérité. On n'a jamais censuré de messages de femmes. C'est pas nous qui avons choisi de mettre des messages d'hommes. Il n'y avait dans les premières émissions aucun message de femme. Et d'ailleurs, les messages étaient beaucoup plus confus généralement, et plus ça va, plus ils sont structurés, posant une question et correctement posée. Donc il y a un vrai progrès aussi du côté des hommes, le progrès global. Et des femmes arrivent. Alors évidemment, elles arrivent pour s'étonner qu'il n'y ait pas de femmes, ce qui est marrant, tout en admettant... en disant qu'elles-mêmes n'ont pas de questions à poser. Ce qui, effectivement, pose la question du féminisme et de tout ce que j'ai écrit et dit sur le féminisme. Là, j'invite les gens à lire Vers la féminisation, un de mes livres les plus construits, les plus profonds, et qui annonçait tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la différence entre les femmes, la féminité et le féminisme, et tout ce qu'on peut dire de critique sur le féminisme, et qui n'est pas une critique des femmes. Voilà. Le féminisme est historiquement pour moi une escroquerie qui en dit beaucoup plus sur l'incapacité des femmes à penser le politique que sur le féminisme comme accession des femmes aux politiques. Voilà, c'est que en fait le féminisme est la preuve que les femmes ne s'intéressent pas aux politiques et que même quand elles s'y intéressent, elles passent à côté. Voilà, ça reste du psychologisme. Voilà. Alors c'est un peu cruel, mais cette personne en posant sa question vient de le vérifier. C'est-à-dire que les femmes fondamentalement ne s'intéressent pas aux politiques. Quand elles s'intéressent aux politiques, ça redevient de l'intrigue psychologique, donc de la séduction ou de la séduction dérivée. Et si on fait rentrer des femmes dans la politique aujourd'hui de force, par la parité, etc., qui sont des décisions prises par l'oligarchie masculine, c'est pour dépolitiser le politique et faire baisser le niveau politique du politique. Voilà. Donc, je remue un peu le couteau dans la plaie et je dis en dernière instance, n'ayez pas honte, femmes qui appelez, de ne pas être des hommes, entre guillemets. Voilà, il y a le chemin de la femme et le chemin de la féminité. Il y a le pouvoir de la femme, qui est un pouvoir différent de celui de l'homme. Je crois que la masculinité passe par le phallus, avec tout ce qui... phallus physique et phallus symbolique. Il y a un lien d'engendrement entre les deux, c'est-à-dire le désir de pénétrer l'objet, ce qui conduit à l'analyse, à la critique, à la violence. Tout ça, c'est masculin. La femme, c'est le complément et le contraire. C'est la création de la femme existe intrinsèquement, qui est l'enfantement, ce qui la libère de l'angoisse justement de la création. C'est-à-dire chez elle, l'art est une question non fondamentale, une question, on va dire, au deuxième degré. Donc souvent une imitation culturelle, c'est ce que je fais souvent remarquer, c'est que même quand la femme croit qu'elle est créatrice, elle est encore dans la reproduction, c'est-à-dire dans l'imitation tardive de choses qui ont déjà été faites avant par des hommes et mieux. Voilà. Et ça, là, j'ai lancé des pistes. Donc, les femmes posent très peu de questions politiques, s'intéressent pas vraiment à la politique. Et quand elles se posent la question, c'est pourquoi les femmes ne s'y intéressent pas, tout en admettant qu'elles-mêmes ne s'y intéressent pas non plus. Et c'est mieux, en fait, quand les femmes admettent que la politique les intéresse peu,
que plutôt quand elles prétendent s'y intéresser. Et là, ça donne des Caroline Fourest ou des Clémentine Autain qui font effondrer le niveau politique. Et d'ailleurs, si je veux rebondir par rapport à la question de tout à l'heure, au moins Mélenchon incarne encore une certaine masculinité politique. C'est-à-dire que même malgré une clientèle très féminisée, c'est-à-dire dans la frivolité du sociétal, puisqu'on peut bien associer le sociétal frivole et la féminité, les questions sexuelles, tout ce qui n'est pas directement impacté, impliqué par le rapport capital-travail. On voit bien qu'il y a un lien entre frivolité politique, gauche sociétale et féminisation, que ce soit par la femme d'abord, puis après par le gay, puis après par le LGBT. On voit très bien le lien entre le frivole, le manque de sérieux politique et la féminisation, jusqu'au travelot, quoi. Tout ça est articulé. Voilà, donc on peut faire cette petite remarque, c'est que finalement aujourd'hui ne reste de viril un peu dans la politique française que Mélenchon, pour vous dire que ça va très très mal. Bonjour Monsieur Soral. Dans une de vos récentes vidéos, vous disiez non sans humour qu'au cas où vos persécuteurs parviendraient à vous envoyer en prison, vous en profiteriez pour écrire un livre dont vous aviez déjà le titre et que ce dernier n'était pris qu'en allemand. Je voulais savoir si au-delà du trait d'humour, vous aviez réellement un livre en préparation et où vous en étiez de toutes ces persécutions judiciaires que vous subissez. Merci à vous et bon courage. Alors, très bonne question. Oui, je travaille sur un bouquin, c'est-à-dire je prends des notes, j'écris des passages. Pour l'instant, le livre s'appelle « Complément à comprendre l'Empire », puisque je travaille toujours la même matière, c'est-à-dire la résistance au processus mondialiste, et qui est un processus dictatorial et qui a une dimension, on va dire, matérialiste et très économiste, qui est la dérive du capital, et une dimension beaucoup plus spiritualiste, qui est l'implication d'une certaine vision judéo-protestante du monde. Voilà. Donc je continue à creuser ce sillon-là, en apportant des compléments, des approfondissements à mon livre « Comprendre l'Empire ». Le problème, c'est que quand je vais un peu plus loin dans l'approfondissement et la clarification des choses, je me heurte à un mur qui est plus du tout un mur éditorial, qui est le mur de la prison. C'est-à-dire, si je publie à un moment donné ce complément à Comprendre l'Empire, il faut que j'accepte d'abord que le livre soit immédiatement attaqué, interdit, et que je sois lourdement condamné, et à mon avis, persécuté bien au-delà encore des persécutions que je subis actuellement. Ce qui ne m'aide pas, à accélérer le processus d'écriture. L'auteur qui se bat pour pondre un livre en espérant avoir le Goncourt ou le Nobel, il est motivé pour écrire. Moi, chaque jour que j'écris un peu ce bouquin, me rapproche de la mise à mort, que ce soit la mise à mort, on va dire, sociale, économique, ou même la mise à mort réelle. Mais j'y travaille, voilà. Sachez que j'y travaille et que je ne peux pas faire comme Michéa, écrire pendant 20 ans, 20 fois le même livre, parce que j'ose pas mettre des noms sur les concepts et que